Observé pour la première fois au cœur de l'été 73 par le psychiatre Niels Berejo, le syndrome de Stockholm désigne le lien affectif, sinon amical, voire amoureux, qui se noue entre le preneur d'otages et ses victimes durant leur captivité commune. Ce sentiment s'accompagnerait d'une hostilité croissante à l'égard de la police, de sorte que dans une inversion vertigineuse des places, le bandit apparaît comme le protecteur sauveur et les hommes de loi comme la menace vitale. Mais par quel enchaînement singulier le face-à-face entre de dangereux braqueurs et d'innocents employés a-t-il pu évoluer vers de la sympathie réciproque? Reprenons les faits. Le 23 août, Jan Erik Olsson, un détenu en cavale, pénètre dans la Kreditbanken grimé de façon grotesque, tire une rafale de mitraillettes dans le plafond et annonce la couleur. « La fête vient de commencer !» Comptant se servir des otages comme d'une monnaie d'échange, Olsson réclame aussitôt 3 millions de couronnes, une voiture Mustang et la libération de son ex-codétenu, Clark Olofsson. La police obtempère, en partie à ses desiderata, et le complice Clark, sorti de cellule, rejoint le braqueur. Si Olsson paraît incontrôlable et imprévisible, Clark Olofsson est charismatique, charmant. Son arrivée apaise le braqueur et l'atmosphère se détend. Habile, Clark réussit à rassurer les otages sous le choc en leur parlant sans cesse et en se préoccupant de leur confort. Il leur redonne même un semblant de liberté et d'autonomie, en défaisant les cordes à leurs poignets et chevilles et en les autorisant à appeler leur famille. Mieux, il les laisse aller aux toilettes sans les accompagner. Résultat, il ne vient à l'idée d'aucun otage de se rebeller ou de s'échapper. Cette apparente passivité n'étant pas une absence de bravoure, mais plus certainement une façon de ne pas mettre en péril leur vie ainsi que celle de leurs camarades de détention par un geste solitaire et désespéré. Dans le même temps, autour du bâtiment, c'est l'effervescence. La police s'organise, des snipers sont disposés sur les toits des immeubles voisins, tandis que d'autres agents tentent de s'infiltrer dans la banque et parviennent, après avoir échangé des tirs, à établir leur QG à l'étage, dans les bureaux de la direction. Olsson et Olofsson se retranchent avec Christine, Birgitta, Elisabeth et Sven dans la salle des coffres-forts, une pièce de 14 mètres sur 3. Où confinés, ils suivent à la radio et en direct les événements dont ils sont les protagonistes principaux. Dès le départ, en marge des négociations, les autorités affichent publiquement leur intransigeance. À 3 semaines d'élections, il est inenvisageable d'accéder aux demandes des preneurs d'otages. Le gouvernement se veut le garant de l'ordre social. L'inflexibilité des autorités et une police aux méthodes brutales confèrent aux otages le sentiment d'être à la merci des forces de l'ordre prêts à en découdre, qui a pour effet paradoxal d'éclairer d'une lumière plus favorable les actes de braqueurs empathiques. Ceux-ci n'hésitant pas par exemple à placer en haut de leur liste de leurs revendications l'obtention de serviettes hygiéniques pour leurs captives ou le rétablissement de la ligne téléphonique avec l'extérieur pour que les otages puissent communiquer avec leurs familles. La violence a changé de camp, ou du moins sa perception, et les liens se resserrent au sein du groupe, du fait de la promiscuité et du partage des mêmes conditions d'existence et de privation. Les otages font corps avec les revendications des braqueurs qui se transforment en victimes d'un ordre social répressif et punitif. 25 août à 23h, décidés à en finir, les policiers effectuent un premier forage dans le plafond de la salle des coffres, présageant l'emploi de gaz lacrymogène. 6 autres forages sont effectués. L'opération est assourdissante. Les forêts des perceuses tournent à plein régime et sont aspergées régulièrement d'eau pour éviter la surchauffe, ce qui a pour effet d'inonder le sol de la salle des coffres et d'augmenter la sensation de claustration des otages. Olsson sait que la seule façon de faire reculer les autorités serait de tuer l'un des otages, mais il ne s'y résout pas. C'est là l'un des autres aspects du syndrome de Stockholm, plus méconnu. Occulté parce que scandaleux pour la conscience morale et le public, le ravisseur en vient lui aussi à s'identifier à ses victimes. Lequel aurais-je pu tuer, confia Olsson. Elisabeth sans défense? Christine si vivante? Sven, l'exemple même du type bien? Birgitta, qui ne pouvait s'ôter de l'esprit ces 2 gamines? Le 28, le gaz se répand enfin dans la salle. Olsson accepte de se rendre. Mais au moment de quitter la pièce, un spectacle curieux se produit. Tous se serrent dans les bras et les otages exigent de sortir derrière les braqueurs, acceptant de servir de monnaie d'échange de leur propre gré au moment où ils recouvraient leur liberté. Cette réaction surprend l'opinion publique mondiale et fascine depuis. Contre nature, paradoxale, irrationnelle voire pathologique, le syndrome de Stockholm sera décrit par Frank Hochberg en 1978 pour le FBI et Scotland Yard comme un mécanisme de défense devant une situation où la victime est persuadée qu'elle va mourir. Incapable de penser, pétrifiée, il se produit en elle une régression infantile. La victime se sait incapable de répondre sans permission à ses besoins élémentaires, comme manger ou aller aux toilettes. Elle s'en remet donc totalement à son ravisseur et se met à éprouver une gratitude primitive envers lui. Victime de son succès, ce syndrome a alimenté l'imaginaire collectif et nourrit les ressorts dramatiques de films ou de séries comme La Casa de Papel. Sauf que ce syndrome n'est peut-être que ça finalement, une fiction séduisante un peu trop librement inspirée d'un fait pourtant bien réel.